Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Trèfle. Titouan pour vous accueillir tout au long de cette émission. On est de retour après cette longue absence, où on a pu recharger les batteries, terminer de fêter le titre, car oui, ça ne fait jamais de mal de le rappeler, mais à l'heure où on enregistre ce podcast, les Celtics sont toujours champions en titre. Alors on se remet en selle en attendant le début de la saison, la période de pré-saison, des previews et tout ça. On a décidé de vous faire un nouvel épisode de la série des Focus. Pour petit rappel, ces épisodes Focus, on fait le détail le profil d'un joueur de l'effectif pour que vous puissiez en découvrir davantage qui il était à la fac, puis au début de la draft, puis au début de sa carrière NBA, puis l'évolution de son jeu depuis son arrivée, son rôle au sein de l'équipe, voilà, ses axes d'amélioration pour le futur, etc. Et aujourd'hui, dans ce 5e épisode de notre série Focus, ce qui me permet d'ailleurs de vous rediriger vers les 4 premiers épisodes si vous ne les avez pas encore écoutés, aujourd'hui, zoom sur le patron de l'équipe, le vrai, Jason Tatum. Et pour m'accompagner dans cet exercice, un seul camarade aujourd'hui, fidèle au rendez-vous, et il s'agit de Vincent. Salut Vincent, comment tu vas ? Salut Titouan, ça va très bien, salut à tous et à tous. Fini la gueule de bois post-titre NBA. Mais moi je vais fêter toute l'année, sauf que je suis sobre comme garçon et ça va très bien, mais je reste sur mon petit nuage, dirons-nous. Ouais, on a encore quelques mois pour profiter des Celtics champions en titre. Exactement. Écoute, je te propose de se lancer directement, si tu vois pas d'inconvénient. Alors on va commencer par le Jason Tatum prospect, le Jason Tatum NCA. Et toi comme moi, en fait, on l'avait pas vu à ce moment-là. Moi, j'ai commencé les scoutings à peu près vers 2020, donc j'avais pas encore scouté à la fac. Donc on va pas faire semblant. On s'attardera pas énormément sur cette partie-là. Ce qu'on peut dire, c'est à l'époque, on avait lu 2-3 trucs et on s'est basé notamment sur le Scouting Report vidéo qu'avait fait Guillaume du Basket Lab. Scouting Report qu'on vous invite à aller le voir, je mettrai le lien dans la description. C'est qu'il était attendu comme un ailier talentueux déjà, vu comme un bon défenseur, et Guillaume relevait déjà des petits soucis, notamment au shoot sur sa mécanique, sa sélection de tir. Il était vu comme un bon créateur de tirs individuels sur isolation. Bon slasher, bon driver et déjà un passeur prometteur. Toi, est-ce que tu as vu des choses sur le Jason Tatum, le prospect, qui t'ont interpellé? On en parlait tout à l'heure ensemble, effectivement toute cette vidéo elle relève plein de points et nous on s'est dit mais mince c'est pas possible, c'est beaucoup de choses qu'on relève encore chez le Jason Tatum NBA, des 7 ans NBA. Dans la vidéo, il nous parlait d'un manque d'explosivité sur le premier pas qu'il a toujours par rapport à son niveau. Il posait une question super importante qui m'a interpellé, c'était à quel point la technique de footwork et la technique de joueur peut compenser le manque d'explosivité. Je trouve que Tatum a bien répondu là-dessus, mais c'était une vraie question et qui aurait pu être une limite dans son profil de joueur NBA. T'as dit un bon passeur, il avait déjà noté un très bon défenseur, on en reparlera plus tard dans la partie que nous on connaît le mieux, un excellent rebondeur également. Ça faisait beaucoup de choses notées que nous on a pu relever au cours de ces 7 années et qui sont hyper intéressantes. Vraiment, comme toi, je recommande chaudement la vidéo 7 ans plus tard ou 8 ans plus tard, je sais pas trop où on en est, mais parce que on retrouve beaucoup de choses et le Tatum de la fac qui ressemble encore beaucoup au Tatum d'aujourd'hui dans la gestuelle, dans des crossovers, des choses comme ça, la technique reste très proche. C'est vrai que sur sa création de tir individuel, notamment quand il fait ses ISO et qu'il pull up à mi-distance, en fait c'est quelque chose donc que moi je l'avais pas vu à la fac, donc je savais pas qu'il faisait ça déjà à la fac. Et en fait c'est vrai que quand tu le vois faire en NBA, ensuite tu vois la vidéo de Guillaume, tu dis bon en fait
c'est juste une vidéo des Celtics actuels et il a juste mis un maillot de Duke sur le corps de Tatum, en fait, c'est tout. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Toutes les petites limites qui avaient été évoquées sur la défense et tout, je trouvais que ça faisait très limite ou erreur de jeunesse plutôt. Par contre, il avait déjà noté vraiment un défenseur avec un physique assez exceptionnel, des bras immenses, une bonne vitesse latérale. Et ça, c'est un truc qui moi m'intéresse beaucoup chez Tatum parce que pour moi à l'heure actuelle, c'est un de ses attributs les plus forts. Bah, défensivement, c'est impressionnant parce que, en plus, c'est étonnant parce que c'est quelqu'un qui, à son arrivée dans la ligue, était pas forcément vu. Il avait les outils physiques, mais moi, j'ai pas souvenir qu'on s'attendait à un Tatum, que c'était pas forcément sa carte en fait d'entrée en NBA, sa défense. On disait pas que ça allait être un mauvais défenseur, mais j'ai jamais entendu parler en son début en NBA comme Tatum, ça va être un super two-way player. A priori, de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de scouts qui l'avaient pas vu ou qui l'avaient loupé ce côté-là. Ouais. Et tu vois, pourtant, les chiffres de steal percentage et block percentage à la fac, c'est 2,3 et 3,2 qui sont pour un ailier, qui sont vraiment des chiffres qui sont bons, voire très bons. Donc ouais, c'est assez marrant ce truc-là que beaucoup avaient pas vu passer. Bah, je te propose de passer directement au Tatum de maintenant, en fait, Oui, enfin, sa progression depuis sa draft, son évolution, parce que, bah, comme on l'a dit, c'est vrai que finalement, Guillaume nous décrit le Tatum de Duke comme, si on résume, donc comme un bon défenseur, bon passeur, bon dans la création pour lui-même, avec une palette de jeux offensifs variée, donc un scoreur de 3 niveaux qui est capable de prendre des pull-ups, catch and shoot, tirer à 3 points à mi-distance, près du cercle, et avec comme principal défaut une gestuelle du tir qui limite son efficacité et sa régularité à 3 points. Est-ce que finalement, bon, t'as un peu répondu à la question, est-ce que finalement ce Tatum de Duke était-il vraiment différent du Tatum qu'on a connu à son arrivée en NBA? à son arrivée en NBA, sur notamment sa première saison, je trouve que on n'a pas tout vu parce qu'on lui a pas demandé de faire ça. C'est-à-dire que pendant sa saison rookie, il fait une très bonne saison rookie. On se rappelle qu'elle s'est finie par un match 7 contre les Cavs en finale de conférence, mais notamment toute la première partie de saison, il est utilisé exclusivement enfin exclusivement, essentiellement comme un finisseur. Il a un usage sous les 20%, donc finalement ça serait un role player de luxe. Il a une excellente efficacité, très bon shoot à 3 points, énormément assisté par contre, hein, c'est-à-dire il prend énormément de 3 points qui proviennent d'une passe décisive. Mais c'est déjà un élément hyper important d'une équipe finaliste de conférence, déjà très bon défensivement, pas élite, mais voilà. En fait, on a ce côté, comment on appelle ça, complet. Mais avec un rôle relativement faible. Donc cette année-là, on a Kyrie Irving en franchise player, on a Al Horford dans son prime qui est très important dans le jeu de l'équipe, on a un Jaylen Brown qui est déjà en deuxième année, Marcus Smart qui est là depuis un petit moment. Voilà, donc on lui demande finalement moins de choses. Il On fait a une Gordon excellente Hayward. saison. Ah non. Ah non, Non, 20 du coup, non. minutes. On a C'est 20 minutes l'année de où il Gordon se, Hayward. Même voilà, pas c'est l'année 9 où il minutes, je crois. se, ouais, je veux plus savoir. C'est l'année où, voilà, il y a la blessure de Gordon Hayward et en fin de saison, on avait pu noter par contre une prise de responsabilité fin de saison après la blessure de Kyrie Irving qui doit intervenir, je ne sais plus 10-15 matchs avant la fin de saison et pendant les playoffs où son usage il va augmenter. Et on va lui demander un petit peu plus de création pour lui-même déjà au scoring et un petit peu pour les autres. Mais vraiment, c'est léger, c'est vraiment des prémices de tout ça. Ouais, c'est vrai. En plus, on le voit quand on regarde dans les stats, on voit vraiment parce qu'on va avancer après petit à petit dans sa carrière. Mais en fait, on voyait les défauts. Il y avait certains défauts, notamment, il était très axé, mais comme tu disais, c'est pas ce qu'on lui demandait, mais il était plus utilisé comme un finisseur en fait, plus que vraiment comme un créateur. Et c'est d'ailleurs la blessure de Kyrie qui va un peu le pousser sur le devant de la scène et lui dire bah maintenant on a besoin en fait que tu crées plus. Et c'est d'ailleurs en grande partie ce qui va poser souci pour la saison suivante parce que c'est le fait que les Kyrie tout ça et les Hayward soient blessés et que du coup les Terry Rozier, les Jalen Brown, les Jason Tatum euh, on leur en a demandé beaucoup plus Ouais. et ils ont répondu présent. Et la saison d'après, en fait, Kyrie et Gordon Hayward étaient revenus. Et là, par contre, bah, eux, ils étaient un peu,
ils étaient un peu derrière en se demandant, bah, nous, en fait, on a prouvé l'année dernière pourquoi on doit être les troisième, quatrième, cinquième larrons, en fait. Et je pense que c'est ça aussi, bon, on le saura jamais vraiment, mais je pense que c'est une des raisons qui avait créé un peu l'implosion du groupe. Et c'est Ouais. vrai que si on continue sur sa saison d'après, du coup, on voit que tu as quand même des progrès dans pas mal de choses, notamment dans la distribution du jeu, où on lui demande de faire un peu plus de passes, parce qu'en fait, on a vu ce que Tatum pouvait faire, et on s'est dit, on est obligé de lui donner quand même plus de répétitions balle en main. Euh, on voit que c'est un peu mieux dans la création pour les autres, mais ça reste moyen, en fait, hein, ça reste average. Mais tu as quand même un peu plus de progrès au niveau du playmaking. Par contre, au niveau du shoot, de l'efficacité, du scoring, c'est là où on a le Tatum qui prend beaucoup de pull-up à mi-distance, qui prend beaucoup de tirs compliqués, c'est là où on commence à lui coller un peu l'étiquette de Kobe en fait. Et en fait, c'est la partie qu'on aime beaucoup moins. Il a 4, attends que je dis pas de bêtises. Il tombe à 4, c'est sa saison où il est à 98 de true shooting percentage, donc c'est sa seule saison en carrière où il est en dessous de la moyenne NBA Ouais, cette en termes fameuse d'efficacité. saison sophomore où c'est un peu le bazar à Boston. Ouais, c'est vraiment la saison achetée où vraiment t'as Tatum qui fait un peu, je vais pas dire n'importe quoi, mais qui est vraiment pas très bon dans ses choix notamment. Et ensuite t'as tous les problèmes de vestiaire qu'on sait, etc. quoi. Bah, si tu veux, dans tous les jeunes, dans cette saison, dans sa deuxième saison, donc l'année où Gordon Hayward revient de blessure et Kyrie Irving aussi, dans tous les jeunes qui avaient émergé la saison précédente, donc Rozier, Brown, et Tatum, c'est quand même malgré tout lui qui s'en sort le mieux. C'est-à-dire que en début de saison, effectivement, tu l'as dit, il prend beaucoup de pull-up mi-distance, il prend beaucoup de tirs très compliqués. Ça s'améliore au fur et à mesure de la saison quand même, malgré tout. La fin de saison est bien meilleure. Mais comme tu disais, c'est sa moins bonne saison en carrière et d'assez loin. Il va plus du tout, il va encore moins sur la ligne que d'habitude, hein, sur la ligne de lancer franc. Donc oui, dans cette saison hyper compliquée, c'est quand même celui qui a émergé parmi les jeunes comme celui qui restait hyper important, qui a émergé quand même comme une deuxième option d'équipe, en tout cas au niveau du scoring. Par contre, au niveau de la passe, c'est toujours très faible en termes de volume. Et c'est à partir de la saison 2019-2020 que son rôle va complètement changer avec les départs de Kyrie Irving, de Al Horford, de Terry Rozier, de Marcus Morris. Enfin, l'équipe elle a complètement changé de visage et pendant sa troisième année, on a vraiment, pour moi, c'est ce que j'ai appelé son passage en tant que franchise player, malgré l'arrivée de Kemba Walker. À partir de ce moment-là, je pense que la franchise lui a dit c'est toi le futur de cette franchise, c'est toi le visage de cette franchise. Et là, on a parlé ensemble tout à l'heure en off, on a une explosion de son usage, hein, c'est-à-dire qu'il était à 18 et 21% dans ses premières années, on passe à 28% sur l'usage de Cleaning the Glass, donc on est clairement sur déjà un usage de star, de superstar. Ouais, je trouve que son passage en tant que franchise player, il se fait en 2 temps. C'est pas d'une saison à l'autre, je trouve. C'est parce il y a vraiment au moment où Kyrie, Marcus Morris, tout ça partent et Kemba arrive, t'as l'impression qu'il monte en responsabilité, mais il y a quand tu regardes les chiffres et même sur le terrain, tu voyais que c'était plus, on va dire, un co-franchise player avec Kemba à côté. Mm-hmm. Ouais. Kemba qui sortait d'une saison historique avec sa dernière saison à Charlotte. Et en fait, c'est vraiment la saison d'après, post-bulle, où en fait, entre Kemba qui a ses blessures au genou et du coup il est régulièrement absent, il me semble qu'il commence la saison qu'en janvier, je crois, la saison d'après, si je dis pas de bêtises. Ah, puis il y a les histoires oui, il y a les histoires de Covid et tout, donc c'est pour ça que c'est décalé. Ouais. Et du coup, il commence sa saison super tard à cause de ses blessures au genou. Et en fait, Tatum, il est de facto propulsé en tant que vraiment numéro un officiel, on va dire. Et là, c'est vrai que tu parlais des chiffres sur Cleaning the Glass. C'est vrai que tu vois vraiment une progression où il passe par exemple, son assist par usage, donc son taux d'assist en fait par rapport au taux de responsabilité en fait du joueur. Et c'est vrai qu'il passe de 0,46 quand il était avec sa dernière saison avec Kyrie, 0,51 avec sa première saison avec Kemba, et il grimpe jusqu'à 0,63 sur sa deuxième saison avec Kemba. Alors ça le place pas encore dans l'élite des playmakers, mais on voit quand même une progression certaine et l'usage. En fait, t'as tout qui augmente vraiment entre la saison 3 et la saison 4
où vraiment, en fait, l'arrivée de Kemba, puis la deuxième saison avec Kemba, le propulse vraiment en franchise player numéro 1. Et c'est là qu'on commence, je trouve, c'est seulement à partir de cette saison-là qu'on commence à voir les prémices de ce que Guillaume avait vu à la fac sur le passing, Ouais. où en fait, on lui en demande beaucoup plus. Et c'est là où on voit qu'en fait, avant, il le faisait pas, non pas parce qu'il savait pas le faire, il le faisait pas parce qu'on lui demandait juste pas, parce qu'en fait, quand on lui en a demandé plus au niveau du passing, on a vu qu'il commençait à faire des passes très intéressantes, à trouver des angles de passe. Je trouve là-dessus, il a énormément progressé encore cette saison. Je trouve que cette saison, il a encore passé un step sur ses skip passes et certains angles de passe qu'il trouve qui sont très intéressants. Je vais te couper. Ouais. Ce passage de flambeau, parce que je veux pas qu'on aille trop loin dans la saison, est-ce qu'il se fait pas tout simplement dans la bulle où nous on avait tous noté une progression sur la gestion des prises à deux. Enfin, pour moi, c'est un peu là où il explose parce qu'en plus, Kemba Walker, il a quand même des playoffs compliqués. J'ai souvenir de la série contre Toronto où tu sais, ils font cette box and one où ils vont chasser Kemba très très haut. Il est un peu privé du ballon, c'est super compliqué pour lui. Et finalement, c'est Tatum qui prend le gros des responsabilités et qui vraiment passe une vraie étape dans sa carrière, notamment dans la distribution du jeu finalement, quoi, sur un espace assez ouvert finalement, vu qu'ils éloignaient Walker du ballon, notamment contre Toronto. Et donc je me demande si le passage de flambeau finalement il se fait pas dans la bulle en fait. Ouais, totalement. Surtout que, on en parlait aussi un peu en off, mais Tatum, c'est un peu l'exception des progressions. Moi, je suis toujours le premier quand on juge un joueur ou encore plus un jeune, je suis toujours le premier à dire, faut pas penser enfin, des progressions sont rarement linéaires. C'est pas comme dans Touquet. C'est pas Touquet. Voilà. Et très souvent, les jeunes, ils ont des hauts, ils ont des très bas, des très hauts. Enfin, voilà. Et chaque jeune progresse à sa vitesse. Il y en a certains, il va leur falloir 3 ans pour exploser. D'autres, ils vont exploser dès leur saison rookie. Et en fait, Tatum, je trouve, il fait partie de ces rares exceptions où sa progression était quand même relativement linéaire, dû au fait de la construction en fait du roster autour de lui, où en fait au début il avait peu de responsabilités parce que Kyrie, parce que Horford Prime, etc. Et en fait petit à petit il y a un Kemba qui arrive, il prend moins de volume que Kyrie, donc Tatum augmente un peu en volume. Puis après Kemba, il est souvent blessé, donc Tatum augmente encore plus son volume. Ensuite Kemba part, donc là c'est Tatum le chef à bord en fait. Et je trouve qu'il y a vraiment une progression de ses responsabilités et c'est intéressant de voir à quel point ces progressions, que ce soit au passing, au scoring, à la création en fait individuelle et collective, a suivi sa courbe de progression de responsabilité. Tiens, je vais la placer maintenant parce que j'ai un truc qui est super important pour moi avec Jason Tatum, mais ça peut être une piste de réflexion sur sa progression assez linéaire. Pendant que tu parlais, je me disais, mais en fait, à chaque fois qu'on lui a demandé de nouvelles choses, il a très rarement déçu. Alors moi, je vais peut-être mettre plus tard un petit peu des guillemets sur la dernière saison, parce que je l'ai fait dans le bilan de Boston avec Guillaume sur le Basket Lab. Donc je vais pas 3 semaines après revenir sur ce que j'ai dit. Mais malgré tout, il a très rarement déçu, il a très rarement régressé dans ses saisons. Il a toujours apporté des petites palettes supérieures, toujours un peu plus à son jeu. Et il y a une chose que moi je retiens de Tatum, le Tatum NBA entre guillemets, c'est que depuis sa draft, Jason Tatum, c'est le deuxième joueur à avoir joué le plus de minutes. Et ça, c'est vraiment assez fou comme stat. C'est-à-dire qu'il est juste derrière DeMar DeRozan. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est tout le temps là. Donc ça veut dire qu'il joue beaucoup. Donc ça veut dire qu'il a des répétitions. Voilà. Et la fameuse availability is the best ability, ça elle est capitale pour moi parce que c'est peut-être la chose la plus importante pour un sportif de haut niveau, quel qu'il soit finalement. Et ça va aussi dans cette régression-là, dans cette progression-là. C'est-à-dire que tu as plein de joueurs qui peuvent franchir des paliers, mais s'ils loupent une saison par-ci, une saison par-là, une demi-saison, les playoffs l'année d'après, en fait, tu le vois pas, tu le constates pas. Et du coup, surtout avec Tatum, on a un gros échantillonnage. Nous, tout à l'heure, on parlait sur Cleaning the Glass, des chiffres et tout, mais oui, on a le même échantillon tous les ans. On a toujours plus de 2200 minutes. Donc, en fait, on a vraiment, je pense, du coup, un jugement qui est assez fin sur ce que devient et ce qu'est devenu ce joueur au fur et à mesure des années, en fait, tout simplement. Et je trouve que c'est hyper important avec Tatum, c'est qu'on a pu voir petit à petit, nous, en regardant tous les matchs, les petites variations et les petits ajouts qu'il a fait à son jeu. Et je pense que le fait d'être tout le temps là, ça y contribue vraiment grandement. Ouais, et encore, tu parles de présence, de minutage. Par exemple, tu parlais des 2200 minutes. Ces 2 seules saisons où il fait 2200 minutes, il fait
entre guillemets que 2200 minutes parce que c'est la saison où il y a que 72 matchs. C'est Tu as les 2 saisons raison. de Covid. Mais sinon, toutes les saisons où il y a 82 matchs, il est toujours à minimum 2400 minutes en fait. Voilà. Et d'ailleurs, si on regarde toutes ces saisons, il a toujours joué sa saison où il joue le moins de matchs en termes de euh, pourcentage par rapport au nombre de matchs dans la saison. Parce que c'est ces 2 saisons, évidemment, Covid, où il joue que 64 et 66 matchs, mais en fait, il n'y avait que 72 matchs, et ça représente quand même 88% des matchs joués. Donc sa saison où il a joué le moins de matchs, il joue 88% des matchs. C'est hallucinant. Surtout quand on voit le volume de responsabilité qu'on lui demande. Donc, ouais, non, c'est super intéressant de voir à quel point il a pris en main l'équipe. Et comme tu dis, il a rarement déçu parce qu'au final, je trouve, je sais pas si on va peut-être s'attarder un peu sur cet aspect de son jeu parce que c'est peut-être l'aspect qui fait le plus débat, c'est son shooting où en fait c'est peut-être là-dessus alors je vais pas dire qu'il a déçu, mais qu'il est le plus inconstant. Euh, Complètement. Guillaume disait à Duke qu'il il avait remarqué des soucis de gestuelle, de mécanique de tir, qui étaient assez lentes et surtout il était penché en arrière, le coude pas forcément très bien placé, et que ça pouvait être une raison qui expliquait qui limitait son efficacité au shoot. Euh, Arrivé en NBA, Jason Tatum, c'est pas un mauvais shooter à 3 points, mais j'ai l'impression que plus les années passent, en fait, depuis qu'il est devenu le franchise player, son shoot à 3 points est devenu euh, correct, mais sans plus. Enfin, avec des gros hauts et des gros bas. Je sais pas si tu es d'accord avec moi Alors, là-dessus. pour avoir fouiné beaucoup pour le bilan des Celtics, il y a une constante, c'est que c'est un excellent catch and shooter. Dans mes souvenirs, sur toute sa carrière, il y a une saison sous les 40% en catch and shoot. Par contre, son régime de tir, il a drastiquement évolué, à tel point d'arriver cette année il est en autocréation quasiment permanent sur son 3 points en fait. Il doit prendre 2 ou 3 fois plus de pull-up que de catch and shoot à 3 points. Et en catch and shoot, on est toujours au-dessus des 40%. Par contre, le pull-up, lui, là, par contre, je te reviens complètement. Il y a eu des variations énormes. On peut avoir du très bas, on les a connus en playoff, voilà. Et on avait eu des années d'explosion. Alors, je sais plus à quelle année, c'était 2021-2022, peut-être, ou 2020-2021, où en février, il se met à débloquer le pull-up, qui débloquait plein de choses dans son jeu. C'est une des petites limites de son profil, c'est que moi, je dis toujours, je veux pas qu'il tombe amoureux de son pull-up. Je pense que c'est pas sa meilleure arme du tout. Voilà, je pense qu'il a plein d'autres choses à offrir. Mais voilà, t'as raison, son shooting et la sélection aussi en font partie. Faut avoir à l'esprit que ces 2 dernières saisons, il a un régime de tir pas facile, assez compliqué, qui reste un scoreur efficace. Pas dans l'ultra élite. Moi, c'est quelque chose des fois c'est peut-être dans ses prochaines évolutions ce que je vais peut-être demander. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même quelqu'un qui a une efficacité 4% au-dessus de la moyenne depuis 2 ans. Donc c'est bon. Avec un gros volume, c'est même très bon, mais c'est pas élite. C'est-à-dire que on va dire tous les top 5 NBA, si je considère qu'il est top 6, top 7, voilà, arrivent à taper les plus 8, plus 9, plus 7, plus 8, plus 9% d'efficacité par rapport à la moyenne NBA. Donc oui, c'est une variable, qui a beaucoup de hauts, beaucoup de bas, son shooting, mais il m'inquiète pas dans le sens où il est toujours bon au lancer franc. Toujours au-dessus des 80%, et que le catch and shoot à 3 points est toujours là. Donc je pense que globalement le toucher est là. Mais moi je lui demande surtout, et c'est ce que j'espère dans l'avenir, un nettoyage de sa sélection en fait. Enfin un nettoyage. Ouais, si, un nettoyage. Bah alors c'est très bien que tu en parles. Je pense qu'on va continuer un peu là-dessus. C'est vrai que au niveau de sa sélection de tir, c'est beaucoup de pull-up et notamment beaucoup de pull-up à mi-distance. Et d'ailleurs, on le voit dans ses 2 premières saisons. Il est en termes de fréquence de long mi-distance, il est à 22% de ses tirs et c'est dans le 90e et 96e percentile en NBA. Alors que, on le rappelle, c'est un joueur rookie et sophomore qui a du Kyrie Irving et du Horford autour de lui. Hein. Des joueurs rookie et sophomore qui sont dans le 96e percentile en termes de fréquence de long mi-distance, ça doit quand même pas arriver régulièrement. Et c'est vrai que je te rejoins là-dessus. Il y a quelque chose qu'on lui a souvent reproché dans sa sélection de tir, c'est de prendre beaucoup justement de mi-distance et finalement de pas souvent aller au cercle.
Et ça, c'est quelque chose qu'on lui a beaucoup reproché. D'ailleurs, qu'on a beaucoup reproché aux Celtics de manière générale cette saison. On fait la bise à Hazard, hein, qui en a fait son cheval de bataille. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut reprocher à Tatum, c'est de pas aller souvent au cercle. Surtout quand on voit que, en termes de, non pas de fréquence cette fois-ci, mais en termes d'efficacité sur ce type de tir, en fait, il est devenu plus que correct sur la finition près du cercle. Très, très bien. Alors il n'est pas dans le haut du panier des joueurs NBA, mais il est devenu plus que correct, voire bon. Et c'est vrai que c'est un peu dommage de le voir toujours prendre autant de shoot à mi-distance. Après, on sait que voilà, c'est un franchise player, il va avoir ce type de tir, mais c'est un peu dommage de le voir prendre des longs mi-distance, alors que bah, finalement, près du cercle, il s'en sort très bien. Donc on en reviendra sûrement quand on abordera la partie qu'est-ce qu'on attend de lui pour la suite. Mais je pense que ça peut être un des principaux critères de progression. Ouais. Complètement, complètement. Mais donc du coup, finalement, c'est plus de la sélection que de sa propre compétence finalement. Totalement. Surtout que si on regarde les 3 points par exemple, parce qu'on dit souvent Tatum pull up trop, et on a souvent à dire, enfin on dit souvent qu'il prend aussi beaucoup de pull up à 3 points, et finalement quand on regarde les stats de fréquence de tir à 3 points, bah, au final il en prend pas tant que ça par rapport à la moyenne de la ligue. Il est rarement, j'ai là tous les 3 points réunis, donc corner et ceux qui sont, enfin vraiment peu importe où il se situe sur le terrain. En fait, il est au maximum, c'est cette saison et la saison d'avant, il est que 43e percentile en termes de fréquence de tir pris à 3 points. Donc au final, il en prend pas tant que ça non plus. Hein. Contrairement, je pense qu'on est un peu biaisé sur le Tatum, il pull up beaucoup à 3 points. Et bah finalement, dans les chiffres, on voit qu'il pull up pas tant que ça à 3 points. Moi, je pense que je suis biaisé. Et puis il y a toujours ce fait que je me dis que quand je le vois prendre une isolation pull-up à 3 points, je suis intimement convaincu que c'est pas du tout l'action la plus rentable possible qu'il peut faire parce que dans beaucoup d'autres secteurs, il est hyper performant, tout simplement. Mais ça reste des tirs de franchise player, des tirs souvent en fin de possession où t'es quand même content que ce soit lui qui le prenne hein, de toute manière parce que ça reste le joueur le plus à même de potentiellement le rentrer. Et en plus, on sait que quand ça commence à rentrer ce type de tir, il devient hyper dangereux. Ouais, Vraiment. ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il peut en être pas mal. Ben, Euh, on a le souvenir de la saison 2021-2022, donc pas celle-ci la dernière, les matchs 6 et 7 contre Philadelphie, c'est un peu ce qui se passe. Le quatrième quart-temps dans le match 6 où ça commence à rentrer et du coup il devient très vite beaucoup plus indéfendable en fait, tout simplement. ouais. Est-ce que tu veux passer sur la partie défense, la partie playmaking? Tu veux passer sur un À petit moi truc que tu défense. veux rajouter? Défense? Défense, on en parlait avec Guillaume dans le bilan, et c'est lui qui le disait, donc je vais prendre sa phrase. C'est un défense. Je vais la travestir parce que je me rappelle plus exactement, mais parmi les superstars offensifs, c'est certainement un des meilleurs défenseurs à l'heure actuelle. Il a un apport qui est excellent. Je trouve que c'est un des joueurs de la ligue qui peut défendre le plus de joueurs en nombre, on va dire en profil, mais en nombre. On a tous en souvenir que c'est lui qui avait le mieux défendu chez Gilgeous Alexander dans le premier match de la saison l'année dernière, enfin le premier match où on avait joué Oklahoma, ça avait vraiment été le meilleur défenseur sur lui. Et il a été jusqu'à défendre des pivots en finale NBA. Donc ça fait un grand spectre sur l'année en termes de longueur temporelle et de type de joueur. Excellent défenseur sur l'homme, vraiment. Je pense qu'il est sous-estimé dans ce sens. Je sais pas, parce qu'il doit pas taper dans les mains quand il fait des grosses actions, mais je le vois très rarement dépassé, débordé. Excellent défenseur pour les aides, dans le timing, assez costaud et Je assez pense que c'est grand. Oui, c'est là où je le trouve le plus fort, c'est dans sa oui. défense off-ball. Je le trouve vraiment incroyable. Le cerveau défensif est Ouais, excellent. Et ce profil-là est une des clés de la réussite en finale NBA parce que pouvoir le mettre sur le poste 5
notamment de Dallas sur Lively ou Gafford. Alors même s'il a pu prendre un panier ou deux sur la tête, en plus en essayant de pas faire faute, parce que ça reste un joueur important qui doit jouer beaucoup de minutes, pouvoir le mettre en homme à homme sur le pivot adverse permet d'avoir nous notre pivot protecteur de cercle, notamment Porzingis, loin du ballon, proche de la ligne de fond en roamer. Ben ça permet des schémas défensifs super intéressants et super efficaces. Donc vraiment, en fait, je pense qu'à l'heure actuelle, parmi les meilleurs joueurs de la planète, il est un des meilleurs défenseurs. Et dans les capacités, dans les skills de ces meilleurs joueurs-là, c'est peut-être celle où il est le plus performant, vraiment. Et une régularité depuis toutes ces saisons qu'il est là, j'ai pas souvenir d'une mauvaise saison défensive, d'un manque d'effort, d'un manque d'intelligence aussi et tout. Je trouve que vraiment, on a quand même il a vu passer 3 coachs. Il a été bon défensivement avec ces 3 coachs. Donc vraiment, je pense que c'est sa plus grande force et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'il est aussi valuable. C'est-à-dire qu'autant je considère que son scoring n'est pas le plus élite, qu'il y a des meilleurs attaquants que lui. Par contre, sur ses postes d'ailier en plus hyper important, il permet En fait, on peut jouer tout le type de défense avec Tatum. En fait, il permet vraiment d'avoir une polyvalence défensive et en plus dans ces défenses hyper modernes, hyper dans l'adaptation en mouvement, ces ailiers-là sont, je pense, hyper importants. Donc vraiment, son profil défensif prend de la valeur, j'ai l'impression, d'année en année. Ouais, je rajouterais même gros rebondeur, hein. Il y a beaucoup de matchs et même de saisons, je sais pas, j'ai pas regardé exactement toutes les stats, mais il y a beaucoup de matchs et de périodes où c'est lui limite le meilleur rebondeur de l'équipe. Je crois bien qu'en volume pur et dur, tu as raison, c'est le meilleur rebondeur depuis 2 saisons. Hein. Et tu vois, pour finir sur la défense, pour dire à quel point les Celtics ont globalement toujours eu une bonne défense depuis quand même un paquet d'années, depuis que Tatum est là. Alors je dis pas que c'est lui qui est responsable de ça, mais par contre, depuis, je pense, le départ de Robert Williams, et encore même sa dernière saison, parce que Robert Williams était souvent blessé, Tatum était pour moi le meilleur. Il y a plein de fois où des fois, enfin, je vois des matchs et je me dis, mais en fait, c'est encore Tatum le meilleur défenseur de l'équipe. Alors que très souvent, alors c'est plus trop vrai maintenant, c'était vrai il y a 10 ans, 20 ans, mais très souvent, c'est quand même ton rim protecteur qui est souvent un pivot, qui est le meilleur défenseur de ton équipe. Et en fait, tu vois, il y a plein de matchs où, en fait, je vois les Celtics, et pas que cette saison, mais les saisons précédentes déjà, où je me disais, bah, en fait, c'est Tatum, notre meilleur joueur là, sur ces playoffs, sur cette série, sur ce match-là. Défensivement, je veux dire. Non, mais tu as tout à fait raison. Je pense qu'il faut le rabâcher. C'est hyper important parce que je pense que ouais, vraiment la valeur de son profil, elle est encore plus forte défensivement. Et tu as raison. Je pense que nous on dit ça de mémoire, mais les défenses de Boston depuis l'arrivée de Tatum dans l'équipe, alors tu as complètement raison. Il y a toujours eu des gros rosters défensifs et tout, mais je pense que, et moi je l'ai souvent dit, l'identité de cette équipe, elle est défensive avant tout. Finale 2022, il n'y a pas besoin de faire de grands discours, la défense est historique sur la fin de saison et les playoffs. Et notre titre de cette année, malgré, alors ça c'est mon avis personnel, mais malgré qu'on soit la meilleure attaque de la saison régulière, pour moi, la vraie valeur de notre équipe, enfin les plus différenciantes, c'est la défense. Et d'ailleurs pendant les playoffs, on ne fait pas de démonstration offensive. On roule sur les playoffs en éteignant la plupart de nos adversaires. Alors oui, il manquait des gros joueurs en face et tout ça. Une des meilleures attaques de NBA avec parmi les meilleurs joueurs offensifs de NBA en finale, on les bat sur la défense. On ne fait pas une grosse série offensive. Et je pense que Tatum est un des éléments les plus importants. Top 3 et pas forcément 3e, comme on dit. Ouais, tu vois, là, je vérifie pendant que tu parlais, le defensive rating des Celtics depuis que Tatum est en NBA, on est tous les ans dans le top 4. Il y a que 2 saisons où on n'est pas dans le top 4, c'est la saison 2018-2019, donc c'est la fameuse saison de tous les mots. de tous les mots, voilà, mots MAUX, hein, où on est 7e sur 30, donc ce qui est pas si mal vu la catastrophe dans le vestiaire que c'était. Et la 2020-2021, donc la deuxième de Kemba, donc post-bulle, où on est 14e sur 30.
où là on est vraiment moyen. Mais sinon, toutes les autres saisons, c'est toujours dans le top 3, top 4 Alors de la les NBA. rosters défensifs ont toujours On a, été voilà, on a les rosters pour, je dis pas que c'est parce qu'on a Tatum qu'on a ça, mais on a une bonne défense aussi parce qu'on a Tatum. on a toujours eu beaucoup de joueurs extrêmement switchables. Alors mis à part cette année-là, effectivement la deuxième de Kemba, mais même celle d'avant, mais on n'a pas Horford aussi. Donc on a vraiment Ouais. la deuxième de Kemba, c'est Daniel Theis titulaire en pivot, très jeune Robert Williams. On a vraiment une énorme faiblesse. On doit avoir Enes Kanter. Oui. En pivot aussi, Ouais. là je parle de souvenirs, j'espère pas dire de bêtises, mais bon, on a quand même une énorme faiblesse au pivot quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on a toujours eu des très bons rosters, mais je pense que tous ces profils d'ailier et toute cette polyvalence défensive qu'on a accumulée au fur et à mesure des années représentent ce qui a fait le succès à très haut niveau de cette équipe pendant les 7 ans où Tatum joue à Boston. De toute manière, cette équipe est compétitive, cette équipe est top 6 NBA des équipes tous les ans, minimum, on va dire. C'est Daniel Theis et Tristan Thompson et Robert Williams. Tristan Thompson avec voilà. Donc bon, et Robert Williams très jeune, certainement très blessé comme d'habitude. Donc oui. donc il faut pas avoir l'image de Robert Williams 2022, c'était pas ça. Donc effectivement voilà. Donc on a fait long sur la défense de Tatum, mais ça me paraît capital. Ouais. Écoute, avant qu'on passe sur le futur, on va dire quand même un petit mot sur le playmaking parce que moi je trouve que on en parlait en off, c'est quelque chose que avant que je regarde la vidéo de Guillaume, moi c'est quelque chose que je ne savais pas qu'il avait Tatum et c'est quelque chose qu'il a énormément progressé comme on l'a dit en début de podcast. C'est surtout qu'on lui en demandait pas au début et je trouve qu'il a fait beaucoup de progrès là-dessus et enfin du moins quand on lui en a demandé il a rarement déçu, mais il y a quand même eu des progrès entre le début où c'était plus un passeur fonctionnel qui faisait des passes un peu, je veux dire faciles, mais voilà, qui faisait pas des lectures très compliquées. Et je trouve que maintenant c'est devenu, alors il est toujours pas dans le chapeau 1 des LeBron, des Jokic, des Luka Doncic, Trae Young et tout ça, mais je serais pas loin de penser qu'il est dans le chapeau 2, on va dire des passeurs où en fait maintenant il a développé une panoplie de passes possibles qui, en plus, il est beaucoup aidé par sa taille, ce qui lui permet de trouver et de voir des angles de passe que certains petits joueurs ne peuvent pas voir. Et en plus de sa gravité, en fait, ça lui permet de trouver des skip passes et quelques passes sur pick and roll qui sont vraiment très très intéressantes, où il lit bien les défenses. C'est là où on voit le QI basket de Tatum. On en parlait défensivement, mais aussi offensivement, sa compréhension du jeu est quand même assez incroyable. Et du coup, je trouve que c'est devenu un passeur, plus qu'un passeur fonctionnel, c'est devenu un créateur offensif, un initiateur offensif, comme dit, qui est pas au niveau des Luka et tout ça, mais qui est vraiment de haut niveau, quoi. Je sais pas si on peut jouer sur les mots, mais je pense que ça sera jamais quelqu'un qui manipule les défenses à volonté et possession après possession. Par contre, le fait qu'il soit extrêmement bien entouré est très dangereux par son scoring et lui, il a développé. Je pense que si on lui donne une passe à faire, elle sera faite parce qu'il est volontaire, parce que c'est pas un trou noir par rapport à ce que des fois on a pu entendre dans ses jeunes années. Et parce qu'il a la capacité et le cerveau pour les faire. Donc je pense pas que ça soit, comme tu dis, c'est vraiment pas du tout le chapeau 1 en termes de manipulation, d'avoir un temps d'avance sur la défense. Par contre, tout ce que la défense va lui donner, et on a pu le constater pendant les playoffs notamment, va être exploité et de très bien. Et pareil, je pense que la créativité n'est pas folle, mais l'exécution est très propre. Voilà, et notamment on est arrivé en 2023-2024, donc la version la plus actuelle de Tatum, où on est sur un joueur aussi qui perd plus beaucoup la balle. On est à 10% de turnover percentage, c'est plutôt très bon pour un joueur de ce profil-là, donc quand même grand et tout, et avec autant de responsabilités. Donc je suis pas, je pense que je suis pas le plus haut, mais en tout cas ce que je sais, c'est que lui, en termes de playmaking, et de decision making surtout, c'est toujours bon, voire très bon, et devenu de mieux en mieux tous les ans pour prendre ce que la défense lui donne. Voilà. Donc j'essaie de jouer un peu sur les mots pour voilà. Je pense que ça sera jamais un manipulateur d'ultra élite parce qu'il l'a pas en lui, mais par contre profiter de tout ce qu'on lui donne, ça et on l'a vu notamment dans les finales NBA, ça paraît vraiment bien acquis. Par contre, le pendant de ça, c'est que du coup, je pense que c'est un joueur dont le playmaking va être pas mal mis en valeur
en fonction de ce qu'il a autour, dans le sens où vu qu'il a pas cette par exemple, bon, c'est vraiment la Rolls-Royce des playmakers, mais tu prends un Luka, je veux dire, même si moi j'étais à côté de lui, il arriverait à me mettre dans des conditions idéales pour prendre un shoot. Mm. Parce qu'en fait, il a tellement 2 temps d'avance sur les défenses qu'il est capable de trouver des passes. Même toi, sur ta télé en ralenti, t'avais pas vu cet angle de passe en fait. Et là où Tatum, vu qu'il est pas dans ce chapeau 1, mais plutôt dans le chapeau 2, où ça va être un peu les playmakers qui vont quand même avoir besoin d'avoir des joueurs décents autour pour que finalement leur passing soit maximisé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, je pense que Luka, par ses mouvements et sa gravité, crée de l'espace, des espaces énormes, bon, pour aller trouver des alley-oops, des choses comme ça. Quand Tatum va driver, il va avoir besoin d'un Jrue Holiday qui fait un cut hyper intelligent pour C'est ça. lui créer la passe. Alors, il va la faire parfaitement, mais enfin, ouais, tu vois, vraiment, j'ai ça en tête. C'est les images les plus récentes. Je me suis refait toutes les finales NBA où vraiment, effectivement, je pense que tu mets Tatum à Dallas avec le personnel de Dallas, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense qu'il n'arrive pas à faire ce que Lucas fait, clairement. Ouais. Et d'ailleurs, ça, je trouve, on l'a beaucoup vu dans la première partie de saison avec Udoka. Bon, en plus, il y a le fait que Udoka, offensivement, c'était pas toujours très bon, mais bon, ça, c'est un autre débat. Et tu vois, la première partie de saison avec Udoka, où t'as du Dennis Schroeder, il me semble, t'as du Richardson, mince, comment il s'appelle, le jeune qui avait un peu de temps de jeu, là, qu'on a envoyé pour Derrick White aussi. Langford. Langford. T'as Langford, enfin voilà, t'as des joueurs où offensivement, c'était quand même assez compliqué en fait autour de Tatum. Et c'est vrai que en fait tu vois la différence entre ça et cette saison où quand t'as des joueurs aussi intelligents off-ball que Derrick White, que Jrue Holiday, ça aide grandement quand même ton playmaking. Complètement. Et après, ce que moi je veux retenir, c'est que par contre, que des fois, c'est pas négatif, mais voilà, je mets plein de guillemets, de limites à son playmaking. C'est que par contre, c'est une superstar offensive qu'on nous avait présenté comme un scoreur qui est hyper volontaire et qui a aucun problème à laisser le jeu aux autres et à passer le ballon vraiment. On a beaucoup de superstars de ce profil-là qui n'avaient pas du tout ça en elles et qui les a limités pour gagner des matchs de basket, hein, complètement. Ah, Alors que Tatum a toujours eu ce côté. Et d'ailleurs, il y a une interview d'Evan Fournier sur la First Team où à un moment il parle un tout petit peu de son passage à Boston et tout et que lui il disait mais pour moi Tatum est une superstar avec laquelle j'ai joué, je l'ai jamais vu faire de self play ou de choses comme ça. Il dit une phrase ou deux là-dessus que Tatum vraiment est un joueur hyper altruiste et dans le côté faire la bonne chose, on va dire, pour gagner, et je pense qu'il le déprouve année après année. Et on a eu des tours de playoff cette année où il a été peu responsabilisé en attaque parce qu'il était un peu sorti, on avait parlé quand il était défendu par Adebayo loin du ballon et que finalement des fois on voyait des actions où il était isolé dans le corner et que finalement il ne servait qu'à éloigner Adebayo du cercle, mais si c'est ça qui faisait gagner, on voyait que c'était un joueur qui n'avait aucun problème avec ça. Et ça c'est un bonheur pour nous d'avoir un franchise player avec cet état d'esprit là. c'est vrai qu'il faut le mettre en relation avec l'importance qu'il a offensivement, notamment au scoring. En fait, un peu comme la défense où c'est Guillaume qui disait que parmi les superstars offensives, il y en a très peu qui ont le niveau défensif de Tatum. Je trouve que parmi les superstars, les superstars offensives, notamment au scoring, il y en a aussi très peu. Alors, si on enlève le chapeau 1, les LeBron, les Doncic, etc. En fait, dans le chapeau 2, il y en a très peu qui ont le playmaking de Tatum, je trouve. Par exemple, une superstar offensive comme Kawhi Leonard, moi, je suis pas loin de penser que Tatum est un meilleur playmaker, un meilleur passeur que Kawhi Leonard. Après, Kawhi Leonard est plus fort que Tatum sur d'autres aspects, hein. Mais sur la partie passing, création pour les autres, je trouve que Tatum est meilleur que Kawhi Leonard. Je sais pas si je suis d'accord, mais en tout cas, ce que je pense, c'est que Tatum est bien plus impliqué dans le flow du jeu qu'un Kawhi Leonard, par exemple. Alors après, est-ce que ça vient du style de jeu des Clippers qui est quand même très particulier et très arrêté, on va dire, encore bien plus que le nôtre, même si nous, on n'est pas non plus l'attaque la plus fluide de tous les temps. Ce qui est sûr, c'est que je sais que Tatum même des fois j'ai tendance à lui reprocher parce que parfois justement quand on sent qu'il a envie de prendre faire son isolation pour finir en pull-up à 3 points, je suis premier
à brailler là-dessus, mais je sais que malgré tout, on peut compter sur lui pour faire vivre le ballon et pour que l'attaque tourne correctement. Et on n'aurait pas pu avoir une attaque comme ça cette année sans un Tatum aussi intégré dans le jeu et impliqué sur tellement d'actions différentes. C'est-à-dire que moi je l'adore en poseur d'écran, il est excellent là-dessus aussi, et ça fait partie de son playmaking aussi, de pouvoir poser les écrans, récupérer le ballon, jouer en mouvement, que ce soit pour scorer ou pour aller passer, c'est vraiment hyper valuable. Ouais, moi je pense qu'on a fait un bon tour sur le joueur qu'il est maintenant, qu'il est devenu. Je te propose qu'on passe à la dernière partie. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Là, on est à la mi-carrière en fait de Jason Tatum, on peut dire. Qu'est-ce qu'on peut en attendre pour la suite? Parce que finalement, alors, on va pas reprendre la blague de il n'a que 19 ans, mais il est pas beaucoup plus vieux non plus, puisqu'il il a quoi? Il a 25, 26? Il a 26 ans. On dirait 26, ouais, il attaquera la saison à 26, je pense. Ouais. Il a 26 ans là, donc finalement il a encore quelques enfin il a quand même de la marge de progression, il a encore quelques belles années devant lui, hein, même beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour toi? Ce serait quoi? Là on a dit beaucoup de bien de Tatum sur beaucoup de caractéristiques, on va dire, de critères. Ce serait quoi toi le point où t'es un peu, je veux pas dire déçu, mais voilà, où tu le trouves pas très bon, ou du moins tu dis Alors il pourrait être meilleur, il pourrait s'améliorer. j'ai évoqué un peu ça tout à l'heure. Ces 25-30 points qu'il met, j'aimerais qu'il les mette encore plus efficacement, qu'il atteigne la barre des 107, 108 de true shooting plus, donc atteindre la barre des plus 7, 8, 9% d'efficacité supérieure à la moyenne de la NBA. Et pour ça, on parlait de nettoyage de sélection, de tir. Par rapport à la dernière saison, donc vraiment le Tatum le plus frais qu'on ait, je voudrais qu'il drive plus parce qu'il a progressé là-dedans, qu'il a progressé pour finir proche du cercle, qu'il mette plus de pression au panier parce que j'estime que ça devrait faire tomber encore plus de fautes. Du coup, par la même occasion, qu'il enlève un petit peu de pull-up à 3 points, un petit peu, et qu'il soit plus volontaire à prendre des catch and shoot. On l'a vu parfois démarquer et hésiter à prendre son catch and shoot pour repartir, attaquer close out et tout, alors qu'en fait, je pense que c'est vraiment une de ses qualités principales. Donc vraiment, vraiment de ce point de vue, j'aimerais qu'il améliore ça. Je voudrais c'est très personnel, un développement de son jeu sur les short mid. Donc ces tirs, on va dire pas au panier, mais pas les longs deux, ce in-between game comme ils appellent là-bas, où il est pour l'instant Ce qui est pas flotteur bon. et tout ça. Ouais, flotteur, les petits push shots, là où par exemple on voit Luka Doncic être assez monstrueux dans cette zone-là, il l'a pas du tout. Pour l'instant, c'est notamment cette année, c'est mauvais. Pas top en fréquence, mais bon, ça à la limite c'est pas très grave, justement au contraire c'est bien. Mais par contre l'efficacité est vraiment dramatique. Il l'a pas du tout, il a pas de flotteur, il l'a jamais trop développé. Donc ça, je pense que c'est une zone pour nous où il puisse aller toucher cette peinture, qui pourrait aussi faciliter son playmaking, parce que s'il devient très performant là-dedans, ils seront obligés d'aller resserrer fort sur lui dans cette zone-là. Ça ouvrira forcément des tirs à 3 points ouverts quelque part sur le terrain. Et comme on a dit, on sait qu'il sera capable de trouver les shooters. Donc voilà, donc développement. S'il peut encore franchir un cap dans la provocation de lancer franc, c'est-à-dire que depuis 2 ans, son shooting fall percentage, il est à 14,5% et 13,1% l'année dernière, donc c'est 85e centile et 77e centile, donc c'est bien, c'est très bien. S'il arrive à dépasser les 15% ou les 16% sur une saison ou deux, on sera proche de l'élite et ça développera forcément son efficacité au tir. Très clairement, c'est quelqu'un qui atteindra facilement les 30 points par match en développant ça, mais c'est extrêmement compliqué, sachant qu'il a déjà progressé dans tout ça au fur et à mesure des années. Là, voilà, c'est son axe de progression au scoring. Pour le passing, moi, j'espère qu'il continue son évolution au fur et à mesure des années, mais je pense qu'il n'y aura pas d'explosion parce qu'en fait, il a déjà tellement progressé, il est déjà tellement bon là-dessus que c'est vraiment. Déjà, je sais pas si on pouvait espérer un si haut niveau après ces 2 premières années. En fait, je pense pas qu'on espérait ça, qu'il puisse devenir un initiateur d'attaque de ce niveau-là. Et défensivement, je n'ai pas grand-chose à lui demander de plus, clairement.
Ouais, bah écoute, on va faire vite parce que globalement, je te rejoins là-dessus et de toute façon, c'est quelque chose qu'on reproche à Tatum depuis pas mal de saisons maintenant. On lui a jamais trop fait de reproches sur le passing, sur la défense non plus. Au final, c'est vraiment sur le scoring et pas tant sur le scoring en termes de brut, en termes de rendement brut, enfin de production brute, mais plutôt le type de scoring qu'il prend en fait. Et bah globalement, tu vois, tu l'as dit provoquer plus de fautes, plus de lancers, faire plus de paint touch. D'ailleurs, il y a une vidéo Azad avait fait une vidéo là-dessus en playoff. Que je vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube. Je sais plus si c'était contre le Heat ou contre les Cavs, je sais plus. Mais sur l'importance des paint touch, donc le fait d'aller toucher la peinture, donc en fait d'aller rentrer avec le ballon dans la peinture pour en fait que les défenses se resserrent et qu'ensuite on puisse ressortir la balle. Et que c'était très important dans le jeu des Celtics de manière générale et que Tatum pouvait beaucoup y contribuer à condition qu'il le fasse sur un plus gros volume. Donc bref, tout ce qui est provocation de lancer franc, de faute, paint touch, aussi tu disais le jeu un peu intermédiaire, mais les short mi-distance, donc tout ce qui va être euh, flotteur et voilà tous ces petits shoots là. En fait, tout ça, ça se réunit sur un seul critère, je trouve, c'est sa rim pressure, donc la capacité à plus driver et à aller mettre la pression vers le cercle. Et ça, c'est quelque chose qu'on reproche à Tatum depuis plusieurs saisons maintenant. Et enfin qu'on reproche, on lui demande d'essayer de le faire plus, et surtout qu'il a les capacités, il n'a pas forcément l'explosivité, mais il a le footwork et le physique pour le faire. Et c'est vrai que bah finalement moi je te rejoins et c'est le principal axe de progression que je lui vois, c'est mets plus de pression sur le cercle et en fait à partir de là il y a beaucoup de trucs qui vont se débloquer pour lui en fait. Ça va augmenter son efficacité, comme tu l'as dit, hein, son true shooting plus, il est pas énorme. En fait il a toujours été, à part sa saison sophomore qui est la saison kata où le vestiaire explose, sinon il a toujours été au-dessus de la moyenne au true shooting percentage. Mhm. Mais ça a toujours été juste 101, 102, 104. Vraiment, alors il est vraiment juste au-dessus de la moyenne, mais il tourne pas autour des 107, 108, 110. Il n'en a jamais fait en fait des saisons comme ça. Et c'est vrai que bah si tu mets plus de pression au cercle, tu vas avoir plus de lancers francs, tu vas avoir plus de tirs près du cercle, tu vas libérer aussi tu vas t'ouvrir plus de fenêtres de passe. Et en fait tout ça va augmenter ton efficacité au tir et l'efficacité globale de l'attaque des Celtics. Donc globalement là-dessus, je te rejoins et je pense que c'est vraiment le point de progression de Tatum, c'est mettre plus de pression au cercle, faire plus de drive et bah du coup si tu fais plus de drive, faut bien que tu prennes ces actions où tu fais des drives, tu les enlèves d'ailleurs et en fait tu les enlèves d'où? Bah tu les enlèves de tes pull-ups à mi-distance notamment. Moi c'est plus les longs pull-ups à 2 points qui m'embêtent plus que les pull-ups à 3 points, même si j'ai envie qu'il en prenne moins forcément. Donc On n'en parle pas souvent pour Tatum, mais sa capacité à drive aussi doit certainement venir avec un dribble qui s'améliore d'année en année aussi, j'imagine, parce que déjà cette qualité de dribble pour cette taille, c'est assez incroyable. Mais comme on l'a dit comme c'était dit dans son scouting, on en a parlé en début de podcast, le premier pas n'est pas exceptionnel, donc c'est pas un mec qui peut driver à outrance. Enfin, il peut pas driver à outrance et à volonté comme les Luka Doncic, comme les Shai Gilgeous-Alexander. Donc c'est vrai que nous là on demande des progressions à un des meilleurs joueurs de la planète. Donc ça c'est toujours moi qui viens du tennis, j'ai jamais demandé à Federer de progresser encore. Voilà, donc on peut en sourire, mais c'est des là on est sur beaucoup de petits points, de petites nuances dans son jeu pour qu'il devienne encore plus fort. Je pense qu'on lui a jamais trop reproché son efficacité bonne mais pas excellente parce qu'il apporte tellement d'autres choses et notamment on en a parlé en défense. On parle de beaucoup de Luka Doncic dans sa capacité à scorer à outrance et dans des volumes et efficacité incroyables, mais c'est un piètre défenseur. Enfin, on a pu le constater. Enfin, un piètre défenseur. Ça peut être une faiblesse défensive. Donc Tatum n'est pas élite
aussi élite que ça au scoring, mais il apporte tellement ailleurs que c'est vrai que c'est parfois peut-être compliqué et il doit donner beaucoup d'énergie en défense aussi. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'est jamais trop. Enfin, je pense qu'on lui pardonne largement parfois. Je pense que le pull-up à 3 points, ça reste une solution un peu moins énergivore aussi dans certains matchs, certaines périodes de match. Oui, puis finalement, comme tu l'as dit, on lui en demande un peu plus sur sa répartition, sur sa sélection de tir, on va dire. Mais en fait, c'est un peu le seul truc qu'on peut lui demander parce que finalement, le passing, comme tu l'as dit, il est arrivé à un niveau où en fait, il n'est pas dans l'élite, mais je pense pas que Tatum sera un passeur élite un jour. Et en fait, du coup, le niveau qu'il a atteint en playmaking est suffisant pour gagner le titre déjà, on l'a vu, mais en plus il est suffisant dans son jeu pour bien faire tourner l'attaque. Et je pense pas qu'il y aura énormément de progression là-dessus. Et sur sa défense, comme lui, pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs, un des meilleurs two-way players, et c'est un des meilleurs défenseurs global même de la NBA. Donc pareil, je pense pas qu'on pourra lui en demander beaucoup plus là-dessus. Donc c'est un peu le seul axe de progression dans le sens où non pas parce qu'il a 30 ans et qu'il est bientôt en fin de carrière, mais parce qu'en fait dans tous les autres axes, il est pas élite, notamment à la passe, mais en fait il a pas besoin de l'être plus et surtout je suis pas sûr qu'il le sera plus. Donc, les petites variations et ajustements qu'on demande, je sais pas si on demande, mais ce qu'on aimerait qu'ils deviennent dans les années à venir, je pense que c'est si on veut regagner avec un appauvrissement de notre roster. On aura l'occasion d'en reparler dans plein d'autres podcasts, mais l'année prochaine, on va encore avoir un roster extrêmement compétitif. Il y a de grandes chances que d'ici 2 ans, on perde 1 ou 2 gros joueurs avec un gros salaire parce que a priori on paiera pas autant de taxes autant d'années, enfin pendant des années infinies. Donc si on veut regagner avec un appauvrissement du roster, il faudra certainement qu'il passe ce petit cran supplémentaire parce que là ce que lui a offert Brad Stevens comme coéquipier, comme roster l'année dernière, c'est presque unique, on va dire. Je pense que c'est pas loin d'être unique en termes de qualité. Donc je pense que voilà, c'est dans l'objectif qu'il nous fasse regagner 1 fois, 2 fois, 3 fois, avec peut-être un supporting cast un poil, un cran en dessous. Voilà. Ouais, complètement d'accord. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Je sais pas si tu veux rajouter un petit truc. Non. Je pense qu'on a fait un bon tour. Du coup, pour rappel, je mettrai dans la description de ce podcast la vidéo scouting que Guillaume du Basket Lab a fait, et je mettrai aussi ce que tu en as parlé, et je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui n'ont pas été l'écouter, le bilan de fin de saison des Boston Celtics qu'a tourné Guillaume le Basket Lab avec toi en invité. Guillaume est excellent. Excellent, voilà. Et je suis à côté. Et voilà, donc du coup je mettrai les 2 épisodes dans le lien dans la description si jamais ça intéresse les auditeurs. Écoute Vincent, merci beaucoup. Je pense que la prochaine fois qu'on se retrouvera, ce sera sûrement pour un épisode, alors un épisode pour la preview de la saison. Peut-être qu'entre-temps, mais je veux pas trop m'avancer, peut-être qu'il y aura un autre épisode, je ne sais pas, je vous en dis pas plus parce que c'est pas sûr, donc je veux pas créer de la hype pour rien. Donc voilà, merci à toi, puis on vous souhaite une bonne fin d'intersaison et une bonne préparation pour la saison prochaine. Bonne préparation. Allez, ciao. À bientôt. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points, and Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff, down the stretch.